Au déjeuner dominical, ma sœur a levé les yeux au ciel et a lâché. C'est mignon que tu viennes encore comme si tu comptais. Mon père a ricané. Ma mère a continué à manger. J'ai pris une bouchée sans rien dire. 3 jours plus tard, j'ai vendu la maison de vacances et résilié tous leurs abonnements aux plateformes. Le soir même, mon frère m'a écrit. Pourquoi tout est coupé? Le groupe familial s'est affolé. Puis l'avocat de mon père a appelé. C'était un brunch familial désastreux et franchement, j'aurais mieux fait de ne pas venir. Je l'ai su dès que j'ai passé la porte et que personne ne m'a salué. La table était déjà dressée. Saucisses sur pain grillé. Mais chacun vivait dans sa bulle. Ma mère rinçait des assiettes qu'elle n'avait même pas utilisées. Mon père était à sa place habituelle, près de la télévision éteinte. Jacques m'a adressé un bref signe de tête depuis l'autre bout de la table. Élise. Lise sirotait déjà un cocktail au champagne comme si elle était en terrasse à Paris, pas dans la salle à manger beige et sans charme de nos parents en province. Je n'attendais pas un accueil triomphal. Mais ce silence était étrange. J'ai tiré une chaise et je me suis assis comme un voisin entré par erreur. Quelques minutes pesantes, rythmées par les couverts qui s'entrechoquent et Lise tapotant sur son téléphone. Puis, au moment où je beurrais mon pain, elle a levé les yeux. C'est mignon. Tu continues à venir comme si tu avais de l'importance. Personne n'a sursauté. Personne ne l'a reprise. Mon père a ricané. Ma mère a mâché. Moi, je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis restée là, à mâcher ce pain sec et rassis comme s'il me retenait au sol. Même Jacques n'a pas levé la tête. Mais quelque chose s'est fissuré en moi. Pas un cri. Pas une étincelle. Juste une cassure nette et silencieuse. J'ai fini mon assiette, prétexté des courses, et je suis partie. Le lendemain, j'ai sorti mon ordinateur et je me suis connectée à tous les services qu'ils utilisaient, tous à mon nom. À l'époque, ils ne savaient pas gérer les abonnements. Je l'avais fait pour eux. Je payais par habitude. Personne n'a jamais proposé de participer. J'ai tout résilié. Plateforme de séries, de films, de sport, de musique, même l'abonnement au téléfilm romantique que ma mère m'avait supplié de prendre en décembre dernier. 3 jours plus tard, vers 22h, message de Jacques. Pourquoi tout est coupé? Le groupe familial s'est enflammé. Lise a parlé de la box en panne. Maman a demandé si la télévision était cassée. Papa a envoyé un pouce levé, sans raison. Personne ne m'a écrit directement. Personne n'y a pensé. J'ai observé le chaos comme depuis les gradins d'un bâtiment en feu. Cette même nuit, j'ai fait l'autre chose. J'ai ouvert le dossier intitulé Propriété AC. AC pour Arcachon. La maison de vacances. Le refuge familial, comme ils disent. Elle était à mon nom depuis 4 ans. Mon père me l'avait transférée pour la protéger d'une possible saisie. Il m'avait assuré que c'était provisoire, que je la lui rendrais une fois la situation stabilisée. Elle ne s'est jamais stabilisée. Il n'en a plus reparlé. Moi non plus. Alors je l'ai mise en vente. Je ne me suis même pas déplacée. J'ai envoyé à l'agence les photos prises l'été dernier, demandé un prix attractif. Vendredi, 2 offres fermes. Dont une comptant. J'ai accepté. Signé les documents. Vendredi soir, téléphone. Numéro inconnu. J'ai décroché. Je finissais de dîner, des pâtes en sauce industrielle, mangées froides au-dessus de l'évier. L'homme s'est présenté, maître Bernard Renault. Il appelait pour mon père. Pas un comment allez-vous? Il est allé droit au but. Mon père venait d'apprendre que la maison d'Arcachon était en vente et se disait profondément inquiet. Était-ce une erreur? Ou avais-je, selon ses mots, agi seul? Je l'ai laissé parler. Il affirmait que le transfert était temporaire, qu'il existait un accord tacite pour lui restituer le bien une fois ses finances redressées. Il évoquait des complications juridiques. De lourdes conséquences si la vente aboutissait. Je lui ai conseillé de consulter les registres fonciers. Silence. Puis un rire nerveux. Avais-je les documents de cession? Oui. Pouvais-je les transmettre? Je lui ai répondu qu'il les obtiendrait par les voies légales habituelles. Puis j'ai raccroché. Le lendemain, courriel d'un collaborateur du cabinet. Ton plus agressif. Demande officielle de suspension de la vente, le temps d'examiner la propriété. J'ai transféré le message au notaire chargé de l'acte, avec les copies scannées de l'acte de transfert et de l'enregistrement notarié d'il y a 4 ans. Je n'ai pas répondu à l'avocat. Mercredi, la vente a été conclue. Acheteur parisien. Paiement comptant. Sans condition. Les 6 chiffres sont apparus sur mon compte comme un pari enfin gagné. Personne ne pensait que j'oserais.
Jeudi soir, mon téléphone s'est rallumé. Papa. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas cherché à adoucir. Il a explosé, parlant de trahison, de famille, d'abus de confiance. Il a dit que j'avais volé mon propre sang. Il a exigé que je rende l'argent, sinon il me traînerait au tribunal et me mettrait à terre. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai répondu calmement que j'avais conservé chaque facture, chaque courriel, chaque document légal. Que je n'avais pas touché à la maison depuis 4 ans. Que personne ne m'avait jamais demandé de la restituer. Que s'il voulait aller en justice, je serais prête. Et que, cette fois, je ne paierais pas son avocat. Il a raccroché. Ce week-end-là, j'ai retrouvé ma voiture couverte d'œufs. Pas seulement le pare-brise. Le toit, les portières, la calandre. Le jaune coulait jusque dans les aérations. L'odeur a persisté des jours. Je savais que ça venait d'eux. Probablement Lise. C'était son niveau de maturité, si elle ne gagnait pas, elle faisait une scène. J'ai fait nettoyer la voiture et je suis passée à autre chose. Lundi matin, ma boîte aux lettres était bourrée de papiers déchiquetés. Coupons, publicités, morceaux sans sens. Compactés au point que j'ai dû tout retirer à la main. Pas de mots. Pas de signature. Juste le désordre. Je n'ai rien dit. Vendredi, pneu arrière lacéré. Pas percé. Lacéré net sur le flanc. 170 €. La semaine suivante, le pneu avant. Puis l'autre côté. Toujours un seul à la fois. Assez pour m'immobiliser, jamais assez pour l'assurance. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai confronté personne. J'ai remplacé les pneus et classé chaque facture dans un dossier nommé mesquinerie. Mais je n'avais pas fini. Il y a 2 ans, Lise n'avait pas pu obtenir de crédit automobile. Mauvais dossier bancaire. Retard répété. Un véhicule saisi pendant ses études. Elle m'avait supplié de me porter caution. Juste pour l'acceptation, disait-elle. Elle paierait tout. Elle a raté la première échéance. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai payée. Puis la suivante. Et encore la suivante. 24 mois que je réglais son crédit en silence. Par culpabilité. Par habitude. Par bêtise. Plus maintenant. Ce vendredi-là, je me suis connectée et j'ai supprimé le prélèvement automatique. Pas d'avertissement. Pas de message. Silence. J'ai refermé l'ordinateur et attendu l'incendie. 3 jours. 3 jours plus tard, mon téléphone a explosé. Lundi matin. 9 appels manqués. 7 messages vocaux. 13 textos. Tous de Lise. Elle n'appelle jamais. Elle écrit quand elle veut quelque chose. Elle envoie des messages vocaux quand elle fulmine. Et des cadeaux passifs-agressifs quand elle veut faire passer un message. Mais là, elle appelait en boucle. Je n'ai pas répondu. Les premiers messages étaient courts. Le prélèvement du crédit a bugé. Puis, le paiement a été rejeté, j'ai un retard maintenant. C'est quoi ce délire? Si tu fais un coup de pression, Lisa, c'est sérieux là. Je vais travailler en voiture. Puis 2 heures de silence. À 11h32, le groupe familial s'est animé. Lise. Quelqu'un joue avec mon compte. Le crédit auto n'est pas passé et je suis en retard. Qui sait quelque chose? Jacques. Ce n'est pas ton prêt? Papa. Réglez ça. Maman. Pourquoi autant de drames ces temps-ci? Nous ne sommes pas ce genre de famille. Je n'ai pas répondu. Je les ai regardés parler autour de moi comme si j'étais une prestataire qui aurait cessé un service jamais payé. À 15h10, Lise a envoyé une capture d'écran de son espace bancaire. Bandeau rouge. Paiement échoué. Compte en retard. Jacques a réagi par un pouce levé, sans doute par erreur. Elle a écrit un long paragraphe sur ses efforts pour reconstruire sa cote bancaire et sur quelqu'un, moi, qui sabotait tout par vengeance. Elle a même affirmé qu'elle n'avait jamais supplié d'aide et ne comprenait pas pourquoi j'étais impliquée. Bien sûr. J'ai quitté la conversation et supprimé le fil. Je n'avais plus envie de lire de la fiction. 2 nuits plus tard, message privé de Jacques. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il savait. Ils perdent complètement pied. Je crois que papa a fracassé la porte du couloir. Lise appelle tout le monde. Maman ne parle plus depuis hier matin. Je lui ai demandé comment il allait. Je dois partir d'ici. Je lui ai dit que je viendrai le lendemain. Nous ne sommes pas retournés à la maison après l'avoir récupéré. Restauration rapide et longue route vers un quartier où nous n'avions jamais mis les pieds. Je consultais des annonces depuis des semaines. J'avais trouvé un studio dans un immeuble ancien.
Simple, propre, proche d'un arrêt de bus. 600 € par mois. Charge non comprise, mais raisonnable. Je ne lui en ai parlé qu'en entrant sur le parking. Il pensait que nous faisions juste passer le temps. Je lui ai tendu les clés. Il est resté longtemps au milieu du salon vide, main dans la poche de son sweat, à cligner des yeux. « Pourquoi tu fais ça ?» Je lui ai dit que je ne lui donnais rien. C'était un prêt. Je payais la caution, le premier mois, le dernier mois et les frais d'installation. Mais chaque euro devrait être remboursé. Pas parce que j'avais besoin de l'argent. Parce que j'avais besoin qu'il prenne ça au sérieux. Première mensualité dans un mois. Le montant qu'il pourrait. Pas d'aumône. Une chance. Il a hoché la tête. D'accord. Le soir même, nous sommes passés à la maison. Il est entré, a pris un sac à dos et sa console de jeu, et est ressorti en moins de 10 minutes. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a demandé où il allait. Peut-être qu'il s'en moquait. Peut-être qu'il savait. Je l'ai déposé avec quelques courses, un vieux matelas que j'avais déjà installé, et un routeur internet ouvert à son nom le matin même. À minuit, il m'a écrit. C'est la première fois depuis des mois que j'entends mes propres pensées. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement souri et refermé mon téléphone. Qu'il panique. Qu'il s'agite. Je n'avais pas fini. Quand on s'éloigne de sa famille, les gens s'attendent à une scène. Une dispute spectaculaire. Des cris. Des portes claquées. Quelqu'un en larmes sur le perron. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça arrive quand on cesse de répondre. Quand on arrête de réparer sans qu'on le demande. Quand on arrête de payer. D'expliquer. De venir. C'est là qu'il remarque. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais coupé le prélèvement du crédit auto de Lise et installé Jacques dans son appartement. Personne ne m'avait appelé depuis. Pas même Lise, ce qui m'a surprise. Elle devait espérer que je cède. Que j'envoie un virement. Que je règle encore son problème. Je ne l'ai pas fait. Et elle n'a plus demandé. J'avais du temps maintenant. Du vrai temps. Je ne jonglais plus avec des factures qui n'étaient pas les miennes. Je ne faisais plus semblant de me soucier de brunch où personne ne croisait mon regard. Un soir, j'ai ouvert mes relevés bancaires des 2 dernières années et fait les comptes. Un peu plus de 11 000 € économisés. 11 000 € qui, auparavant, disparaissaient chaque mois dans l'audit de Lise. Mensualité. Assurance. Plein d'essence. Pénalité de retard dont elle ne me parlait jamais. 24 mois à me vider en silence parce qu'elle reconstruisait son dossier bancaire et que j'étais la personne fiable. Puis j'ai regardé ce que j'avais dépensé pour aider Jacques à démarrer. Caution, matelas, courses, petit bureau d'occasion, abonnement de transport. Un peu moins de 3 000 € au total. Et Jacques travaillait désormais à temps partiel dans une quincaillerie. Le jour exact convenu, il m'a envoyé sa première échéance, 100 €, capture d'écran du virement à l'appui. Je n'ai rien dit. Mais j'ai enregistré la preuve dans le dossier avec son bail. Il faisait des efforts. Sans excuse. Sans drame. Juste des efforts. Une semaine plus tard, j'ai croisé l'oncle Bernard au supermarché, au rayon des œufs. Il a eu l'air surpris de me voir. Il m'a demandé comment j'allais, puis s'est penché un peu trop près. Ta mère dit que tu traverses une période compliquée. J'ai souri. On peut dire ça. Il a hésité. Elle raconte que tu as vidé les comptes familiaux, que tu as vendu la maison derrière leur dos. J'ai ri. La maison a mon nom depuis 4 ans. Il a jeté un regard autour de lui. Entre nous, personne n'a vraiment cru cette version. Ils ont toujours été excessifs. Et tout le monde savait que Lise était la préférée. Je n'ai rien répondu. Puis il a ajouté. Nous restons en dehors de ça. Mais sache que tout le monde ne te voit pas comme la méchante. Ça m'a touché plus que prévu. Plus tard dans la semaine, j'ai croisé ma cousine Alice en centre-ville. Elle m'a offert un café et m'a dit presque la même chose. Que mes parents racontaient que j'avais tourné le dos à la famille. Que j'étais devenue froide. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-elle dit, mais ils ont toujours trop attendu de toi. Apparemment, la famille élargie était divisée en 2 camps. Ceux qui se taisaient poliment. Et ceux qui m'encourageaient en silence depuis longtemps. Aucun ne voulait l'avouer devant mes parents. Il restait la famille, après tout. Plus d'un proche m'a dit la même chose, chacun à sa manière. On comprend. On ne veut juste pas être au milieu. Ça me convenait. Je n'avais pas besoin qu'ils prennent parti. Je voulais juste qu'ils cessent de faire passer mes parents pour des saints. Lise, elle, a cessé de publier ses messages énigmatiques en ligne après avoir reçu un avis. Son véhicule serait saisi si elle ne régularisait pas les paiements. Je n'ai rien dit.
Je ne l'ai pas prévenu. J'ai laissé le système suivre son cours. Pendant ce temps, Jacques m'a parlé d'un deuxième entretien d'embauche. Il songeait à s'inscrire à des cours du soir au semestre suivant. Il ne voulait pas rester vendeur toute sa vie. Je lui ai dit que s'il continuait à payer son loyer, je l'aiderais pour les frais d'inscription le moment venu. Même règle. Chaque euro serait un prêt mérité, pas un cadeau. Et pour la première fois, je ne me sentais plus comme le distributeur automatique familial. Ni le filet de sécurité de gens qui ne m'avaient jamais soutenu. Il voulait faire comme si je ne comptais pas? Très bien. Il pouvait maintenant vivre avec la réalité où je ne comptais vraiment plus. Un mois après l'installation de Jacques, j'ai reçu une lettre. Pas un courriel. Pas un message. Une vraie lettre, glissée dans une enveloppe déchirée, adresse tremblante. Sans timbre. Déposée à la main. Elle venait de ma mère. Peu de mots. Elle espérait que j'allais bien. Elle regrettait le temps d'avant. Papa était toujours très en colère. Lise traversait une période difficile. Puis, tout en bas, presque en post-scriptum. S'il te plaît, ne fais plus de mal à la famille. Cette phrase m'a hanté des heures. Comme si j'avais pris quelque chose. Comme si je n'avais fait que détruire. Aucune mention de ce que j'avais donné. La maison. L'argent. Les années de présence. Pas d'excuses. Juste de la culpabilité, en écriture soignée. J'ai brûlé la lettre dans un plat, sur mon balcon. 2 jours plus tard, Jacques m'a appelé depuis un téléphone emprunté. Le sien avait été coupé. Sa mère l'avait retiré du forfait familial. Je lui ai dit de garder l'appareil provisoire. Il a répondu qu'il s'en sortirait, qu'il prendrait une carte prépayée. Puis, plus tard dans la soirée, notification de mon application de surveillance de crédit. Nouvelle demande de financement automobile à mon nom. Mon sang s'est glacé. J'ai ouvert l'alerte. Concession automobile dans la ville voisine. Quelqu'un avait tenté de demander un financement en utilisant mon numéro de sécurité sociale. La demande n'avait pas abouti, sans doute grâce au gel que j'avais placé sur mon dossier bancaire après la vente de la maison, mais la tentative avait bien eu lieu. Le lendemain matin, j'ai appelé la concession. On m'a expliqué qu'une femme s'était présentée avec mes informations. Pas de pièce d'identité. Juste des données basiques. Elle prétendait être autorisée à faire la demande en mon nom, puisque je gérais tout à distance. Ils n'ont pas voulu me donner son nom. Je n'en avais pas besoin. C'était Lise. L'après-midi même, j'ai déposé une alerte pour fraude. Je ne lui ai rien dit. Qu'elle se demande pourquoi la prochaine tentative serait bloquée. Qu'elle continue à creuser. Ce week-end-là, je suis allé voir Jacques. Je lui ai apporté des plats surgelés et quelques ustensiles pour la cuisine. Nous étions assis sur son vieux canapé fatigué, à le regarder tenter de réparer une chaise bancale qu'on lui avait donnée. Il m'a dit qu'il faisait des heures supplémentaires et comptait me rembourser 150 € par mois au lieu de 100. Je lui ai demandé pourquoi. Il a haussé les épaules. Ça me semble juste. Puis il a ajouté. Ils deviennent incontrôlables. Papa a essayé de pirater ma messagerie la semaine dernière. J'ai vu la tentative de connexion. J'ai hoché la tête. Ça leur ressemble. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Lise a dit qu'il voulait encore s'en prendre à toi légalement, mais pas par les tribunaux. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle n'a pas précisé. Juste qu'ils allaient te faire regretter d'avoir tourné le dos au sang. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas exactement une menace. Mais ce n'était pas rien. Jacques a vu mon visage. Je crois qu'ils ne savent plus quoi faire sans toi. Je lui ai répondu que c'était bien là le problème. Ils n'avaient jamais su quoi faire avec moi non plus. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis installée sur le canapé. Quelques minutes plus tard, le virement du loyer de Jacques est apparu. À l'heure. Sans drame. Et j'ai compris quelque chose. Plus il perdait pied, plus je devenais calme. Et plus je devenais calme, plus j'avais de pouvoir. Il n'avait plus rien pour me menacer. Et il ne l'avait même pas encore compris. 3 mois. 3 mois depuis que j'avais coupé le dernier fil. Pas un appel de maman. Pas un message vocal de papa. Lise non plus n'avait pas tenté de me joindre. Mais j'ai appris par Jacques qu'elle avait encore essayé d'utiliser mes informations pour ouvrir une carte de crédit en magasin. Bloquée avant même l'étude du dossier. Je l'ai signalé comme la fois précédente. Et je suis passée à autre chose. Ça ne me surprenait même plus. Jacques vivait toujours dans son petit appartement. 2 emplois désormais. Toujours des paiements mensuels. Parfois seulement 80 €. Mais toujours à temps. Toujours accompagné d'un message. J'essaie encore.
Ça comptait plus que tout ce que j'avais jamais reçu des autres. Un soir, après le travail, il m'a appelé. Il voulait suivre une formation qualifiante en génie climatique, en cours du soir. Il avait regardé les frais d'inscription. Ce n'était pas exorbitant, mais il ne pouvait pas tout payer immédiatement. Il n'a pas demandé d'aide. Il l'a simplement dit à voix haute. Je lui ai répondu comme toujours. S'il continuait ses remboursements avec régularité, je financerais la formation sous forme de prêt, chaque euro tracé. Rien de gratuit, a-t-il dit. C'est juste, ai-je répondu. Ce soir-là, j'ai rouvert le dossier sur mon ordinateur. Retombée familiale. Je ne l'avais pas consulté depuis des semaines. J'ai recalculé. Tout ce que j'avais arrêté. Tous les abonnements résiliés. Tous les prêts supprimés. Économie, 11 052 €. Dépenses pour Jacques. Caution, loyer, mobilier, courses, téléphone quand le sien a été coupé. Total, 3 135 €. Reste, 7 917 €. Une somme que je n'aurais jamais vue si j'avais continué à jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Je n'avais pas parlé à mes parents. Eux non plus. Jacques m'a dit que l'ambiance à la maison était devenue étrange. Lise était revenue s'installer temporairement. Papa verrouillait désormais la porte de son bureau. Maman avait retiré toutes les photos de famille où j'apparaissais. Comme si m'effacer pouvait réparer quoi que ce soit. Ils racontaient leur version à qui voulait l'entendre. Que j'avais volé. Trahi. Abandonné la famille pour l'argent. Mais ils omettaient les détails. Les années où je payais tout sans réclamer de reconnaissance. La maison de vacances qu'ils m'avaient cédée pour éviter les impôts. Le rire de mon père pendant que ma sœur m'humiliait au brunch. Les gens remarquaient ces silences. J'ai recroisé l'oncle Bernard à une station-service. Il m'a salué d'un signe discret, comme pour éviter une scène. J'ai entendu dire qu'ils sont toujours furieux. Et que toi, tu continues d'avancer. Je n'ai rien répondu. J'ai souri en finissant de faire le plein. Il a ajouté. La plupart d'entre nous pensent que tu as fait ce qu'il fallait.